Alors, je vous parle maintenant de la l'UV-dermoscopie, quels sont les rapports, de cette nouvelle technique. Alors, je commence, mon introduction par un cas, qui paraît facile, mais je vous dis, c'est un patient de 16 ans qui est suivi chez nous pour une acné sous isotrétinoïne et il a été traité dans notre formation pour une gale, ça fait 1 an et il est venu après pour un prurite généralisé. Il n'y a pas de prurite familial et sur le plan clinique, vous voyez qu'il a une xérose cutanée qui manifeste. Il a des stries de grattage. Est-ce que c'est en rapport avec les rétinoïdes ou bien avec autre chose? Donc, on a fait l'examen dermoscopique. Vous voyez clairement qu'il y a l'aspect, le sillon serpigineux qu'on a vu tout hier. Pardon, je vais utiliser le curseur. Donc, l'aspect serpigineux du sillon qui va se terminer par ce triangle qu'on appelle le signe de delta plane qui correspond en fait à la tête et les pattes du sarcopte. Alors, voyons avec la dermoscopie, qu'est-ce qu'on a? Avec l'UV-dermoscopie, vous voyez que ce sillon, il est encore plus brillant. Et donc, ça donne une lumière qui est un peu bleue, vive, serpigineuse, qui correspond en fait aux écailles de la kératine de la couche cornée. Et à fort grossissement, vous voyez, il va se terminer avec un rond, ce qu'on appelle le signe de la balle, qui correspond en fait au sarcopte, tout le sarcopte. Donc, chez le même patient, donc vous voyez qu'il y a un sillon, un autre sillon. À ce moment-là, on n'a que une érosion avec des squames, mais au bout duquel on ne trouve pas le sarcopte. Et à l'UV-dermoscopie, vous voyez que ce terrier, il est plus lumineux et au bout duquel on trouve le signe de la balle qui est caché, qui est le sarcopte qui était caché sous la couche cornée. Il était profondément situé et donc on n'arrivait pas à le voir avec la dermoscopie conventionnelle. Un autre sillon, là, sur le plan dermoscopie conventionnelle, on peut dire que ce sont des érosions, ce sont des stries de grattage, mais à l'UV-dermoscopie, vous voyez la fluorescence qui est bien visible. Là aussi, c'est un cas qui a été présenté hier. Et donc, ce qui est nouveau pour la gale, c'est ce signe de la balle qui correspond au sarcopte. Et avec les dermoscopes, avec des amplifications encore plus importantes, on arrive à voir le sarcopte avec une coloration verdâtre, qu'on ne sait pas pourquoi il donne cette coloration, avec ce tunnel qui est, on peut trouver aussi les œufs avec des concrétions jaunâtres et ce qu'on appelle la traînée scintillante. Donc, je vous rappelle, je voulais juste vous dire que le premier patient, on a fait le scotch test qui était négatif. Alors, je vous rappelle que le scotch test, il a une sensibilité qui est moins que la dermoscopie conventionnelle, mais avec l'UV-dermoscopie, la sensibilité elle est encore plus élevée par rapport à la dermoscopie conventionnelle. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette dermoscopie UV? Schématiquement, donc la dermoscopie, par réflectance, la lumière elle est émise par une diode et par la suite, selon les principes de la réflexion et l'absorption, il sera réfléchi et par la suite, il sera filtré par un filtre lumière visible. Alors que dans le dermoscope par UV, cette lumière elle est émise par la diode, elle est par la suite absorbée par un fluorochrome et par la suite, elle sera émise et filtrée par un filtre UV dans ce cas. Et donc, les principes sont les mêmes. Les principes de réflexion, la pénétration, l'absorption et la diffusion, c'est la même chose que la dermoscopie conventionnelle. Ce qui s'ajoute, c'est le phénomène de Stock. C'est quoi ce phénomène? Ça correspond à l'émission d'un photon qui est excité suite à la stimulation du chromophore par la lumière UV et qui va se déplacer d'un niveau qui est stable à un niveau qui est excité, ce qui va donner cette fluorescence. Donc ça, c'est le principe, mais il faut distinguer entre deux types d'UV. Il y a ce qu'on appelle l'UV-dermoscopie et la sub-UV-dermoscopie. La différence, c'est la longueur d'onde. On est toujours dans le spectre des UVA, mais dans l'UV-dermoscopie, le spectre, il va de 320 à 400 nanomètres. En général, c'est le dermoscope DL5 qui contient cette technique avec une longueur d'onde de 365. Et on a aussi l'appareil qu'on a parlé hier, du Casio DS100, avec un spectre de 400 à 425. Il n'est pas disponible au Maroc et avec cet appareil on aura une lumière qui est noir-gris. En fait c'est un appareil avec lequel on prend l'image juste comme ça et on aura les 3 images cliniques dermoscopiques et dermoscopie UV. Et avec l'UV dermoscopie de l'autre appareil, de la Dermlight, on a cette image bleue.
Alors, il faut savoir qu'aucun dermoscope ne possède des UVB. Pourquoi? Parce que les UVB, comme vous savez, il faut une haute énergie pour la diffusion et donc ça va être nuisible pour la peau et pour la rétine. Et en plus, c'est-à-dire les batteries du dermoscope vont se décharger rapidement. Donc, aucun appareil n'utilise les UVB. Donc, avant de mettre le dermoscope UV, il faut une certaine préparation, certains critères qu'on doit connaître. Il faut savoir que l'interprétation elle est variable en fonction de l'âge, en fonction des zones qui sont séboriques ou pas, en fonction du phototype. Les UV ils sont bien absorbés par la mélanine. Donc la question de tout à l'heure sur le phototype foncé, j'imagine que on a vraiment un aspect qui est très sombre parce que la mélanine absorbe beaucoup les UV. La photoexposition aussi avec la mélanine. Si le patient utilise une crème solaire anti-UV, on aura une fausse interprétation. Et aussi si le patient utilise des médicaments, ou bien des plantes, ou bien des crèmes qui vont donner une fluorescence qui est artificielle. Il faut aussi demander aux patients de ne pas trop se laver parce que ça va altérer et enlever le chromophore qu'on doit voir avec l'UV dermoscopie. Est-ce que l'UV dermoscopie est safe, à votre avis? Utiliser des lunettes, protéger les yeux. Oui. Alors, les sub-UV ou bien les UVA, donc ils ont un certain danger pour la peau et la rétine, mais selon les normes de l'IEC, qui est la commission électronique internationale qui se charge de la sécurité photobiologique associée aux dispositifs émettant la lumière, y compris les dermoscopes. Il classe les dermoscopes en 4 groupes de R0 à R3. En général, pour l'appareil Casio, c'est R0, donc aucun danger. Mais pour le dermoscope Dermlight, c'est R1. Mais c'est vraiment, l'impact, il est vraiment minime parce que l'intensité d'émission, il est de 11 watts. C'est vraiment très, très minime. Et ça, d'une part. D'autre part, on a la plupart des UV sont filtrés par le filtre et puis ce qui est recommandé, c'est de porter des lunettes anti-UV et d'utiliser en général les smartphones pour prendre les photos. Donc, est-ce que la dermoscopie UV est utile uniquement pour la gale ou bien est-ce qu'il y a d'autres applications? Je vous montre cette patiente qui présente un intertrigo interorteil. Donc, pour la plupart des gens, ils vont pas mettre le dermoscope sur l'intertrigo, n'est-ce pas? Oui, pourquoi pas? On s'est dit, on va poser notre dermoscopie UV. Et là, vous voyez qu'il y a une fluorescence qui est rouge. Ça correspond à quoi? Peut-être une bactérie ou bien du Corynebacterium, oui. Je suis tout à fait d'accord. On est parti un petit peu loin. On a fait le prélèvement à ce niveau-là et c'est avéré que la patiente présente une co-infection d'une bacille gram négative. C'est le Proteus mirabilis. C'est une bactérie commensale qui peut donner une infection au niveau des urines, qui peut donner des infections urinaires, mais aussi des infections cutanées. Et on a trouvé le candidat. La patiente était traitée par les antimycosiques, mais avec les antibiotiques. Et vous voyez qu'après 12 jours du traitement, on voit que la fluorescence a disparu. Donc, la dermoscopie UV, elle a un intérêt pour détecter les co-infections, donc surtout au niveau des plis, et aussi pour le suivi thérapeutique. Donc, en général, la fluorescence verte, ça correspond à l'infection par le pseudomonas. Lorsqu'on trouve aucune fluorescence, ça va correspondre à une infection mycosique. Et lorsqu'on trouve une fluorescence rouge, ça va correspondre à une infection bactérienne, comme on a vu, et notamment le Corynebacterium. Lorsqu'on trouve les deux colorations, ça va correspondre à un intertrigo qui est mixte. Donc, le pseudomonas, c'est une bactérie qui va sécréter plusieurs produits pigmentés, comme le piocyanide qui va donner une coloration bleue, bioviridine, c'est ça qui est responsable de la coloration verte et peut sécréter aussi la mélanine. Alors que la coproporphyrine 3, c'est le chromophore qui donne cette fluorescence rouge sécrétée par le Corynebacterium mais aussi par le Cutibacterium. Et vous voyez cette belle image d'un ciel avec des étoiles rouges, comme a dit Madame Nessi. J'ai beaucoup aimé cette métaphore. Donc, c'est une fluorescence rouge qui se trouve uniquement au niveau des follicules pileux et en général, on va trouver cet aspect avec la dermoscopie UV dans les ondes séboriques. Alors, cette patiente, vous allez me dire le diagnostic, il est évident, mais en mettant l'UV dermoscopie, on va voir cette fluorescence rouge corail qui est diffuse et polygonale. Donc,
vous allez me dire, oui, on utilise la lumière d'Oud pour ce diagnostic. Oui, c'est un patient de la littérature, ils ont utilisé la lumière d'Oud et après l'utilisation de la dermoscopie UV, on a trouvé aussi des concrétions qui sont au niveau des poils et ça correspond en fait à une trichobactériose. Donc, c'est une association d'une trichobactériose avec de l'érythrasma et le patient a été traité avec de l'antibiothérapie locale et vous voyez qu'après le traitement, même après le rasage, on trouvait toujours ces concrétions qui sont verdâtres au niveau des poils, donc la persistance de la trichobactériose, d'où l'intérêt de continuer encore le traitement. Donc, c'est un patient qui présente des squames au niveau des sourcils. Donc, j'imagine que vous avez le diagnostic. Donc, on va voir la dermoscopie IV, qu'est-ce qu'il donne. Vous voyez l'aspect qu'on a vu tout à l'heure du ciel avec des étoiles rouges. Et là, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On n'a plus cet aspect. On n'a plus cet aspect de fluorescence rouge. Pourquoi, à votre avis? En fait, parce que dans la dermite séborique, on a cette absence parce que dans la dermatite séborique, on a le Malassezia furfur qui va sécréter l'acide azélaïque. Et cet acide azélaïque, il va agir sur le Cutibacterium, il va l'inhiber la multiplication, d'où cet aspect de blackout area. Ça veut dire qu'on a un assombrissement au niveau de cette infection. Un autre cas avec une folliculite du dos, donc le diagnostic acné, folliculite pythyrosporique. Alors, sur le plan dermoscopie conventionnel, on trouve un érythème péripilaire, pas grand-chose. Et puis, sur le plan dermoscopie UV, on va trouver cette fluorescence bleue au niveau folliculaire avec le blackout area. Donc, cette fluorescence bleue, elle est due à la présence du Malassezia furfur qui va donner cette hyperkératose au niveau folliculaire et qui va donner cette fluorescence bleue. Donc, une autre patiente de la littérature qui a été diagnostiquée comme rosacée, traitée en mettant le dermoscope conventionnel. Là, c'est à haute magnification. C'est pas la même chose que notre dermoscope. On a des bouchons folliculaires, mais on a une queue à ce niveau. Et vous voyez la fluorescence rouge qu'on a dit tout à l'heure, elle est bien visible avec cet appareil. On a aussi la fluorescence bleue du Malassezia, mais on a aussi des queues qui sont bleues, qui correspondent à la queue de Demodex. Ça a été confirmé avec l'examen parasite. Alors, un autre cas de la littérature, un enfant de 5 ans qui avait cette plaque érythémateuse au niveau du visage. À la dermoscopie conventionnelle, on trouve de l'érythème, des pustules et on trouve aussi des squames. Lorsqu'on mettait la dermoscopie par fluorescence, on trouvait cette fluorescence verdâtre au niveau de la tige pilaire, tout en sachant que c'est un patient qui a été traité pendant 6 mois avec des dermocorticoïdes et avec des antimycosiques sans amélioration. Et là, le diagnostic, c'était une dermatophytose des poils du vêteux, donc confirmé. Et le patient a été traité par voie orale parce que c'est comme dans les teignes. Donc les teignes, on trouve aussi cette fluorescence verdâtre. Là, c'est l'aspect dermoscopique avec le Kodaba. Et là, on trouve donc toujours cette fluorescence qui est interrompue par des ondes qui sont sombres et qui correspond à une teigne du cuir chevelu. Est-ce que la dermoscopie, on va l'utiliser que pour les infections? On verra. Donc, une autre patiente avec une atteinte axillaire, est-ce que c'est de l'érythrasma? Est-ce que c'est autre chose? Mettons le dermoscopie conventionnelle, qu'est-ce qu'on voyait? Des squames blanchâtres avec des vascularisations en point. Donc, on imagine, c'est un psoriasis inversé. Et vous voyez, est-ce que cette fluorescence qu'on voit maintenant, est-ce que c'est une co-infection ou bien c'est juste du psoriasis? Donc, en fait, dans le psoriasis, on peut avoir cette fluorescence qui est rose cette fois. Elle n'est pas très diffuse comme tout à l'heure. Ça a été démontré aussi pour les plaques qui sont généralisées. On trouve cette fluorescence qui est rouge. Et donc, ça a été démontré que c'est associé avec les cas qui sont plus graves. C'est dû à la présence du protoporphyrine 4 dans la couche cornée. Et la cause de la sécrétion de cette protoporphyrine, il n'est pas encore connue. Est-ce que c'est d'origine bactérienne ou pas? On ne sait pas. Donc, un autre patient avec cette folliculite du dos, et on trouve sur le plan dermoscopie un érythème péripilaire, et sur l'UV dermoscopie, on a cette blackout area, donc qui est caractéristique aussi de l'acné papillopustuleuse, mais on ne trouve pas cet aspect bleuâtre au centre qui correspond au Malassezia, donc c'est une acné. Et dans l'acné, comme vous voyez ici, on trouve ce blackout area dont uniquement l'acné papillopustuleuse ou bien inflammatoire. Mais dans l'acné rétentionnelle, on a toujours du Cutibacterium à l'intérieur, donc on aura cette fluorescence qui est érythémateuse.
Donc, c'est intéressant. L'UV-dermoscopie permet de différencier entre la folliculite à malacésia et l'acné papulopustuleux. Je trouve que c'est très intéressant pour nous, pour avoir une confidence diagnostique et pour aussi le traitement. Donc, pour la pathologie tumorale, est-ce que ça va servir l'UV-dermoscopie? Là, c'est un patient qui a un carcinome basocellulaire. Comme vous voyez sur le plan dermoscopie, on a les structures digitiformes, les points gris bleus. Et puis, sur le plan dermoscopie UV, on a un assombrissement qui est beaucoup plus important et ça donne des limites qui sont plus nettes par rapport à la dermoscopie normale. Donc, ça va servir aussi pour les marges d'exérèse, qui est très intéressant parce que la mélanine, comme on a dit tout à l'heure, ça prend les UV, l'inflammation et la vascularisation aussi, ça prend les UV. Donc, on voyait ce cas de l'antigo, que les limites sont encore plus visibles avec la lumière sub-UV dans ce cas. C'est une patiente qui a été opérée pour un lentigo malin et vous voyez ici, sur le plan conventionnel, on n'a pas vraiment grand-chose, mais sur le sub-UV dermoscopie, on a des lignes qui sont angulaires, hyper réfléchissantes, témoignant d'une récidive. Donc, en conclusion, l'UV-dermoscopie serait plus efficace que la dermoscopie conventionnelle pour le diagnostic et le suivi thérapeutique de la gale en montrant ce signe de la balle, pour le diagnostic de l'intertrigo en montrant des infections ou bien une co-infection, donc qu'on a vu. Pour le diagnostic différentiel des lésions inflammatoires dans le cas de l'acné et de la folliculite à la malacésia, et aussi pour le diagnostic différentiel dans certains cas de psoriasis atypique et dans l'érythrasma. Donc, pour les néoplasies, elle est intéressante aussi pour identifier les sites de biopsie en les montrant, ce sont des zones qui sont plus sombres que le reste, pour délimiter les marges d'exérèse. Ça sert aussi pour le monitoring du traitement non chirurgical des tumeurs cutanées et pour détecter les récidives. Il améliore notre confiance diagnostique dans les pathologies infectieuses et néoplasiques. Je dis c'est un complément et non pas un supplément. Et avec le recul des années, on va avoir d'autres applications. On verra ce que le futur va nous ramener et je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de dermoscopie, de dermatologie de FES et bien sûr professeur Monissi et toute l'équipe.